Alors bonjour à tous, bienvenue à cette première session de formation d'information. Alors je suis Marie-Laure Basulio, je suis infirmière, j'ai travaillé en France mais également en Suisse pendant 25 ans. J'ai exercé en tant qu'infirmière bien sûr, en tant qu'ICUS, qu'infirmière-chef, mais j'ai également travaillé dans l'éducation puisque j'ai été responsable de programme. Et j'ai été également coordinatrice des ressources humaines à l'hôpital de Pourtalès à Neuchâtel, ainsi que directrice ad intérim pendant quelques mois. Je suis revenue en France où pendant 15 ans, j'ai dirigé mon propre cabinet de soins infirmiers. Puis j'ai repris la blouse blanche avec la vague Covid. Et je suis allée travailler dans des EHPAD, ce qu'on appelle en Suisse des EMS. Donc, je forme actuellement des agents de soins qui sont les premiers collaborateurs que l'on trouve dans des maisons de retraite en France et qui s'occupent de la toilette, mais également de l'ensemble des besoins des personnes âgées. Voilà, et nous allons faire cette petite route ensemble où je vais expliquer quelques petits principes élémentaires. Alors, il faut savoir que le contrat de travail en droit suisse est défini par l'article 1, alinéa 1er du Code des obligations. Il faut savoir que le contrat est parfait lorsque les parties ont réciproquement et d'une manière concordante manifesté leur volonté. Comme dans de nombreux pays de tradition juridique romano-civiliste, le contrat en droit suisse, c'est l'échange d'au moins 2 manifestations de volonté, appelées l'offre et l'acceptation, par lesquelles les parties décident de produire un effet juridique. Donc, ce sont 2 personnes qui se lient par un contrat. Le contrat est donc un acte juridique bilatéral ou multilatéral, dans le sens où il peut être signé par différentes personnes. Sa définition repose sur la notion de manifestation de volonté. Alors, qu'est-ce que le contrat de travail? Le contrat de travail désigne une convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, l'employeur, par exemple, contre rémunération. Un contrat est donc un engagement entre 2 personnes au minimum qui crée de part et d'autre des droits, mais également des devoirs, et nous allons voir lesquels. Le contrat de travail précise ainsi ce qui est proposé à l'employé, salaire, temps de travail, les vacances, mais également ce qui doit être fait et comment l'activité doit être effectuée en un mot, ce qui est attendu en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être. Alors, qu'est-ce qu'on attend au travers de ce contrat? Qu'est-ce qu'on attend de vous exactement? Le contrat que vous venez de signer ou que vous allez signer précise le contexte légal dans lequel vous allez évoluer tout au long de votre engagement, la durée de travail, le droit aux vacances, les absences, etc. Ce contrat est nominatif, donc il est à votre nom. Il ne peut pas être transféré en cas d'impossibilité à vous rendre à votre travail. Il n'est pas possible de vous faire remplacer. Par contre, il vous est demandé de prévenir la personne chez qui vous deviez vous rendre, c'est une question de politesse, et de prévenir également votre supérieur ou l'employeur. Il nous paraissait utile de repréciser l'étendue des prérogatives liées à ce nouveau poste. Certaines sont évidentes, certainement. Pourtant, dans un désir de bien faire souvent, les actes peuvent se révéler contre-productifs, voire dangereux pour la personne prise en charge. En voulant bien faire, quelquefois on se trompe et on fait des erreurs. C'est pour ça aussi qu'on a instauré cette session. Il est utile de comprendre que votre rôle est d'assister la personne dans les activités de la vie quotidienne hors soins. Il est ainsi interdit de dispenser des soins
comme d'administrer des médicaments, que ce soit de l'aspirine, paracétamol, des médicaments que vous jugerez peut-être anodins, mais qui peuvent avoir des conséquences très graves chez la personne si elle est allergique ou si elle a un autre traitement. On ne vous demande pas non plus d'installer un appareillage médical, par exemple les aérosols. Si vous êtes confronté à une difficulté de ce type, vous devez vous adresser à l'infirmière référente ou au médecin traitant. Dans le même ordre d'idées et en cas d'urgence, on peut imaginer que la personne tombe, qu'elle ait un malaise ou qu'elle ait une crise d'angoisse, la bonne attitude exige que vous préveniez les secours et que vous restiez près de la personne en la rassurant et en attendant les secours. On ne laisse jamais une personne seule à terre, toute seule. Il est indispensable de prendre conscience que votre intervention s'intègre dans un travail d'équipe qui intègre la personne, sa famille, l'infirmière, le médecin, qui œuvrent tous pour les mêmes buts. On ne travaille jamais seul. Préserver l'autonomie de la personne, ainsi que lui permettre de rester le plus longtemps possible à la maison. Il sera nécessaire de laisser la personne faire seule, même si cela prend du temps. C'est important de conserver l'autonomie parce que cette autonomie garantit que la personne va rester plus longtemps chez elle. Faire avec, mais ne pas faire à la place d'eux. Ça, c'est un leitmotiv qu'il faut respecter absolument. Qu'elle puisse être respectée dans ses choix de vie, cette personne également. Il faut respecter les habitudes de la personne, même si cela pourrait, selon vous, être amélioré. Les habitudes permettent à la personne âgée de se sentir en sécurité. Elle a des repères que vous ne devez pas changer. De même, il est important de respecter le cadre de vie de la personne, ne pas déranger ses objets, modifier l'agencement du paysage de la personne. Elle s'y retrouve et c'est là l'important finalement. Ne pas intervenir chez elle finalement, parce que vous allez chez elle et c'est sa vie, c'est ses objets, c'est son environnement. Enfin, la personne que vous allez accompagner aura parfois envie de vous faire part de sa reconnaissance. Si la boîte de chocolat peut être acceptée sans problème, le don en espèces, et là on parle d'argent, de virement ou de chèque bancaire, est strictement interdit et vous expose même à des sanctions. Alors la première chose, oui, bien sûr, on disait dire bonjour, ça paraît évident. Ensuite, on s'installe au niveau de la personne. Pour discuter, il faut capter le regard. On ne peut pas rester debout. On va lui demander si on peut s'asseoir, bien évidemment. Mais il faut lui demander. On ne peut pas s'asseoir comme ça, on n'est pas chez nous, malheureusement. Il faut faire cet effort-là, qu'elle se sente respectée et pas envahie. On s'assoit pour être au niveau de la personne et capter son regard. Ça, c'est très important. Et cette posture, elle vous permet de vous mettre sur le même plan que la personne âgée et elle montre votre désir d'entrer en relation et elle signifie aussi, parce que quand on a le temps de s'asseoir, ça veut dire qu'on a du temps et ça signifie que vous êtes disponible pour elle et ça, c'est très important. Les personnes âgées sentent tout de suite quand vous n'avez pas le temps. J'ai travaillé aux soins à domicile. Quand on reste debout, elles vous disent tout de suite vous n'avez pas le temps, vous êtes pressé, qui est souvent le cas malheureusement. On va parler lentement à une personne âgée. Il ne faut pas se précipiter. Elle comprend ce que vous lui dites, mais elle n'a peut-être pas votre rythme. On fait des phrases courtes et on utilise un vocabulaire adapté. Les nouvelles technologies, elles ne comprennent pas. Internet, elles ne savent pas toujours ce que c'est. Encore que, on verra qu'il y a des gens qui se tiennent bien au courant. La discussion, elle doit être fluide de part et d'autre. On n'utilise pas de langage enfantin. Il ne faut pas être familier. On garde ses distances, des distances professionnelles. Et surtout, on ne tutoie pas. Alors, ça paraît plus amical de tutoyer. Moi, je sais qu'en tant que petite fille, j'ai très mal réagi quand j'ai entendu un soignant tutoyer ma grand-mère.
Je trouve que ça ne se fait pas et quelque part, ça peut être considéré comme un manque de respect. Alors bien sûr que le tutoiement, par la suite, il peut être demandé à la personne chez qui vous intervenez, parce que vous connaissez bien qu'il y a eu des liens qui se sont tissés. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, moi, je demande à la famille si ça ne les dérange pas. Il faut également, parce que quand on est âgé, on a des difficultés, on peut avoir des handicaps visibles et invisibles. Et vous devez essayer de repérer pour vous adapter aux handicaps que présente la personne. Je parle de l'audition, les troubles de la vision, les troubles de la mémoire. Hein. Quand elle vous dit « mais oui, ça je vous ai déjà dit », mais oui, ça je vous ai déjà dit, elle pense qu'elle vous l'a dit, mais en fait elle ne vous l'a jamais dit. Hein. Elle oublie, elle pense qu'elle a fait. Et il va falloir très rapidement les repérer, ces troubles, parce qu'à la limite, si vous ne les repérez pas tout de suite, ou vous parlerez dans le vide parce qu'elle ne vous entendra pas, et ça donnera des conversations complètement farfelues, en tout cas pas réalistes. Ce premier entretien, la première fois que vous allez la rencontrer, va être un temps aussi pour clarifier les demandes de la personne, hein, ses demandes exactes en termes d'horaire, de disponibilité, voir si elles coïncident, voir si elles coïncident avec les vôtres. Voilà. Hein, le nombre d'heures, est-ce que ça correspond à ce qui avait été demandé au préalable? Si on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, il faut le dire, si vraiment ça passe pas, le courant passe pas, faut pas vous inquiéter, hein, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé aussi. Instinctivement, comme ça, les personnes ne vous adoptent pas. On ne sait pas trop pourquoi. Il n'y a pas forcément de raison évidente. Dans ce cas-là, c'est pas un problème. Vous prévenez la direction d'Alterum et puis on évalue la situation et on peut modifier. Hein. Voilà. Ce qui est important de dire, c'est l'écoute. L'écoute est plus importante que tout. Si vous ne savez pas écouter, il va falloir apprendre. Parce que plus que le fait de parler, il va falloir entendre, écouter pour entendre et entendre pour comprendre. Alors, problème de passage. Voilà, on va parler de la communication. On l'a déjà bien évoqué hein, en expliquant comment on communique. Alors, qu'est-ce qu'une bonne communication avec une personne âgée? Alors, le principe de la communication, c'est l'émetteur et le récepteur. La bonne communication demande que le récepteur, alors il y a un émetteur et un récepteur. Et une bonne communication demande que le récepteur reçoive le message et signale qu'il a reçu. C'est le feedback. Hein. Les conditions d'une bonne communication, c'est avant tout un vocabulaire précis et adapté, des bonnes conditions d'écoute. Si la télévision hurle en permanence, il faut baisser le son, parce qu'on ne peut pas s'entendre, on ne s'écoute pas. Il faut se rapprocher de la personne et vérifier la compréhension. Ce qui est dit doit être clair. Il faut penser que la mauvaise communication peut amener à un conflit. Si la personne ne comprend pas ce que vous dites, on peut très rapidement arriver à une situation de conflit, de mauvaise compréhension. Si vraiment il y a un problème, un conflit qui s'installe, là aussi on prévient la direction. Voilà.
Alors, on va voir la spécificité de la communication. Alors, quand on parle, on communique, et quand on ne parle pas, on communique aussi. Voilà. Au-delà de ce qui est dit, pardon, de ce qui est montré, les attitudes, je vous demande juste 30 secondes. Alors, au-delà de ce qui est dit, de ce qui est montré, de ce qui est parlé, les attitudes, les comportements communiquent ce que vous voulez dire. Alors, il y a des attitudes qui renforcent le message et il y a des attitudes qui l'annihilent complètement. Par exemple, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors que la personne vous demande un service, vous allez dire oui, bien sûr, je vais le faire. Et puis en fait, vous soufflez, vous levez les yeux en l'air et vous montrez que vous n'êtes pas d'accord de le faire. Alors vous voyez l'attitude, le comportement, le non-verbal ne confirme pas du tout ce que vous êtes en train de lui dire et elle s'en rend compte. Les spécificités de la personne âgée, la communication avec la personne âgée, c'est qu'il faut faire attention au déficit de la communication. Par exemple, la personne âgée peut être désorientée, démente, et puis elle parle très lentement, elle comprend très lentement, donc il va falloir faire attention au rythme, comment on dit les choses, et comment on les dit, et dans quel temps on les dit. Il peut y avoir une tentation, pardon, Jules, une tentation de réduire le contenu. Comme elle comprend mal ce que vous lui dites, on fait des petites phrases courtes. Ça va, au lieu de dire comment allez-vous, hein, parce que ça va, ben, elle va répondre par oui ou par non, puis ça va plus vite. C'est dommage parce que ce n'est pas une bonne qualité de communication. On peut dire aujourd'hui, c'est que la personne âgée, la personne âgée, elle est active, elle évolue, elle s'intéresse, elle lit le journal, elle écoute la radio, elle se tient informée. Alors, si on lui parle comme un enfant, en fait, on la fait régresser. Elle va se sentir froissée. Et là, il risque d'y avoir un risque de conflit parce que ce ne sont pas respectés. Il ne faut pas non plus donner d'ordre. Hein. On ne commande pas. On ne crée pas une relation de pouvoir qui est tout à fait malsaine. Hein. C'est une personne, c'est un être qui a eu une vie. Il faut respecter et on ne la commande pas comme on commanderait un enfant. Je disais, alors merci, excusez-moi, je disais ne pas donner d'ordre à la personne âgée. Décidément. Oui, on ne lui donne pas d'ordre, on ne la fait pas obéir, on ne se met pas dans cette situation de pouvoir où finalement on veut avoir un pouvoir sur la personne âgée, on voudrait qu'elle fasse comme on a envie qu'elle fasse en fait. Voilà. Alors, il est difficile de communiquer avec une personne âgée pour plusieurs raisons. Alors, il peut y avoir des problèmes, on l'a vu comme le bruit, hein, si vous avez la télé qui est à fond, on ne va pas pouvoir s'entendre. Il peut y avoir également des problèmes d'ordre culturel et sociologique. Socio-économique également, psychologique et affectif. Socio-économique, par exemple, quand on n'a pas du tout les mêmes valeurs, on peut imaginer une situation où la personne âgée a une toute petite retraite et on s'aperçoit qu'elle ne mange pas beaucoup de viande. Alors
on va lui conseiller, pardon, désolée, on va lui conseiller, on va lui conseiller de manger de la viande tous les jours. Là, vous voyez, on est dans un conflit parce qu'en termes de moyens, ce n'est pas possible pour elle. Ça, elle va s'en rappeler, elle va vous en vouloir. Donc, il faut être attentif à ce qu'on propose et si c'est réaliste et réalisable pour elle. On a également des conflits de culture générale. Par exemple, ça n'a rien de péjoratif, mais on peut avoir des cultures, des niveaux de culture très différents. Et il y a un fossé qui se creuse parce que finalement, le partage ne se fait pas très bien. Si vous avez un patient ou une personne que vous prenez en charge qui a fait des études de philosophie, vous allez voir qu'à un moment, c'est difficile de parler, d'être au même niveau que lui. Il y a peut-être des choses que vous n'allez pas comprendre. Il faut juste lui dire. Ou quelqu'un qui est musicien, qui a une forte culture musicale, et vous n'allez peut-être pas suivre. Et là, ça crée des soucis parce qu'on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, on n'a pas les mêmes intérêts, les mêmes passions. Et puis, il y a au niveau psychologique et affectif des problèmes de sympathie ou d'antipathie spontanée. On aime les gens, on ne les aime pas. Pardon. Alors, c'est spontané. Moi, j'ai eu le cas de remplaçantes qui allaient au domicile de mes patients et les patients, spontanément, leur disaient « Non, mais moi, votre remplaçante, vous ne me l'envoyez pas, je ne l'aime pas. » Ils ne la connaissaient pas, mais voilà, le premier contact s'était mal fait. Elle avait peut-être oublié de dire bonjour, et bien, il ne la voulait plus. Voilà. Et puis, il peut y avoir aussi ces phénomènes de peur, de crainte, peur d'être jugé. Vous vous dites, elle est toujours derrière moi, elle me surveille, on se sent espionné. Ça crée aussi des conflits. Ça donne une communication de mauvaise qualité. Puis, il y a un fossé de génération. Je veux dire, si vous occupez d'une dame de 88 ans, la culture, par exemple, du travail n'était pas la même. À son époque, elle vous le dit, on trouvait du travail, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Elle ne va pas comprendre forcément les difficultés que vous pouvez rencontrer. Voilà. Alors, on va parler des secrets. Ce que je voulais dire aussi par rapport à la communication, c'est que quelquefois, on supporte mal de ne rien dire. Alors que le silence, c'est aussi une marque de concentration, de réflexion. Il faut supporter les silences. On n'est pas obligé de meubler, de parler pour ne rien dire, souvent. On peut laisser s'installer un silence. On va voir donc les différents secrets. Et je vous le disais, donc parler, c'est très bien, mais quelquefois, il va falloir se taire. Et taire surtout toutes les informations que vous entendez au domicile de la personne. Que finalement, dans votre activité d'altérumien, on l'a vu tout à l'heure, vous entrez dans l'intimité de la personne et vous allez avoir accès à des données qui seront peut-être des données très, très intimes. Et en fait, c'est ce qu'on va assimiler au secret, toutes ces notions-là, tous ces éléments, toutes ces informations que vous avez, que vous ne devez surtout pas répandre à l'extérieur, puisque finalement, vous avez eu ces informations dans le cadre de votre activité. Le code, alors on parle de secret professionnel parce que vous pouvez avoir accès à des données sensibles d'ordre médical. Vous avez peut-être des notions, vous avez entendu dire que la dame était cardiaque, ou que la dame avait une dialyse rénale 3 fois par semaine. Le fait de connaître son diagnostic médical et peut-être son traitement fait partie des données médicales,
n'appartiennent qu'à la personne. Vous ne devez en aucun cas les révéler. Le secret professionnel s'éteint et sa violation est punie donc par le code pénal suisse. Donc, vous êtes puni si vous divulguez ces informations. Et on fait le parallèle avec le secret de fonction qui, lui, en fait, contient les informations, dont vous avez eu accès parce que vous travaillez chez cette personne. Alors, moi, je donne souvent l'exemple de la secrétaire de mairie qui a une liaison avec le maire. Et si c'est dans un petit village, vous travaillez dans ce service et finalement, vous allez peut-être avoir tendance ou avoir la tentation d'aller le raconter à vos collègues ou à vos amis, si ça arrive aux oreilles du maire. Donc, vous êtes dans le cas de la violation du secret de fonction, puisque ce sont des informations que vous avez eues, mais que vous n'auriez pas eues si vous n'aviez pas travaillé à la mairie. Il faut bien faire la différence. Il y a un autre type de secret qui est le secret partagé. Alors, en fait, ce secret partagé, c'est du domaine de la confidence. La personne âgée se confie à vous, je ne sais pas, elle peut vous parler de sa belle-mère ou de sa belle-fille ou de son fils. Elle fait des confidences, elle vous confie parce qu'elle est en confiance avec vous et elle vous demande de ne pas en parler plus loin. C'est une confidence qu'elle vous fait en vous précisant qu'il ne faut pas le répéter. Et je crois qu'il faut être attentif parce qu'à ce moment-là, elle vous fait confiance. Si vous rompez ce lien de confiance, elle va être très, très peinée et par la suite, elle ne vous fera plus confiance. Ça, il faut le savoir. Hein. Et elles sont très rancunières. Et quand elles font plus confiance, elles font plus confiance. Hein, parce qu'après, ça va au-delà de ce que vous allez pouvoir faire. Et c'est une source de conflit, hein, parce qu'elle se dira, mais je ne peux plus rien lui confier. Elle répète tout. Hein. Voilà. Alors, je voudrais peut-être quand même terminer par rapport à cette présentation. Je m'excuse encore, la voix me lâche. J'avais envie de vous dire que c'est une mission délicate que d'accompagner des personnes à leur domicile. Il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en l'autre aussi. Il faut être authentique. Hein. Il faut rester soi-même. Il n'y a pas besoin de vouloir se faire aimer à tout prix. Dans les soins, c'est un peu une tendance qu'on a. On veut que l'autre nous aime. Eh bien non, il faut être soi-même. Il faut prendre le risque de ne pas être aimé. On ne peut pas l'être par tout le monde. Il faut conserver ses valeurs personnelles. Hein. Il y a également la nécessité de se protéger. Il faut s'impliquer, mais il faut garder ses distances. Ça vous évitera d'amener du travail à la maison. Ça vous évitera d'oublier qu'il doit y avoir une distance professionnelle. Hein. Et puis enfin, je vous recommande de prendre les précautions contre la Covid, parce que malheureusement, les personnes âgées sont le premier public touché, et cruellement, en tout cas en France. Voilà. Malgré toutes les contraintes, les attentes de part et d'autre, un seul impératif, prendre du plaisir dans la tâche qui vous est confiée. Je vous remercie.